Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Stéphanie Thiebaud, d'abord, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes la directrice de l'Institut Écologie et Environnement. Tout à fait. Et puis en face de vous, Carole Fritz, vous êtes chercheuse au CNRS, au Centre de recherche et d'études, notamment au Centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique, c'est le CREAP qui est à Toulouse. Et vous êtes aussi la directrice de l'équipe Chauvet. On va reparler de la grotte Chauvet dans un instant. Alors le CNRS, il a été créé en octobre 1939, il y a donc 80 ans, c'est-à-dire au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. On sait pourquoi, Stéphanie Thiebaud, la France a décidé de créer ce centre dédié à la science et à la recherche précisément à ce moment-là. Oui, alors le CNRS, la création du CNRS, c'est d'abord, il faut le rappeler, c'est Jean Zay et Jean Perrin, qui sont vraiment, Jean Zay, ministre absolument remarquable du Front populaire, ministre de la Recherche, des Sports et de la Jeunesse, et Jean Perrin. Alors pourquoi le 19 ? C'est le 19 octobre. Pour être précis, oui. Voilà. Donc la guerre est déjà déclarée. Et en fait, le décret paraît à ce moment-là, parce que quelque part, le gouvernement français pensait qu'avec la recherche, on pouvait faire de la création, de l'innovation et aider dans l'effort de guerre. Alors le CNRS ne part pas de rien, il y avait déjà d'autres, évidemment d'autres chercheurs publics à l'époque. Exactement, il y avait déjà des structures et notamment le Salon des arts ménagers, par exemple, précédait quelque part aussi ce qui est devenu le CNRS. Alors la devise du 80e anniversaire du CNRS, j'ai vu ça sur le site, c'est « Depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes ». C'est vrai aussi dans votre matière qui est l'archéologie, la paléologie. Ah oui. Parce que c'est plutôt un ancien monde que vous recherchez. C'est un ancien monde. Et puis oui, bien sûr, en plus, moi, je travaille dans les grottes, donc c'est vraiment le passé du passé. Mais avec le passé, on arrive à comprendre aussi le présent et notamment les changements climatiques, par exemple. Puisque nous, on travaille sur des périodes, il y a moins 40 000 ans, donc les changements climatiques, on les a vus, on les a archéologiquement marqués. Et grâce à ça, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui et la compréhension d'un phénomène qui va beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on connaissait au préalable. Quelles sont Stéphanie Thiebaud, quelles sont les missions, quelles étaient les missions en fait, du CNRS en 1939? J'imagine que ce sont toujours les mêmes aujourd'hui. Oui. Alors, le CNRS, l'intérêt du CNRS aussi, c'est que c'est malgré tout le plus grand organisme de recherche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le CNRS, c'est 10 instituts de recherche fondamentales qui vont aussi bien de la physique nucléaire, de la physique des particules, des sciences humaines et sociales, on vient d'en parler, de l'écologie de l'environnement, des sciences de la Terre, de la chimie, des mathématiques, de la physique, de la biologie, mais tous aussi... les domaines des sciences. Voilà, il ne faudrait pas que j'en oublie, parce que mes camarades ne vont pas être contents. J'espère que vous n'avez pas oublié. Si, j'ai dû oublier l'informatique, donc voilà, c'est fait. Et on peut dire que ça fait 32 000 chercheurs au CNRS. C'est 32 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens administratifs. Voilà. Donc c'est une grande famille, le CNRS. Et donc, vous parliez des missions, c'est vraiment un organisme qui a pour la recherche fondamentale comme première mission. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui, il y a la valorisation des résultats qui est vraiment quelque chose de très important. Il ne vous a pas échappé que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et donc, de plus en plus, le CNRS se met aujourd'hui dans cette trajectoire de valorisation et d'innovation grâce aux résultats de la recherche, mais aussi d'autres missions qui sont bien évidemment le partage des connaissances. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui, mais pour fêter les 80 ans, il y a le forum du CNRS. Et justement, trop souvent, et je pense que Carole Fritz parlera de ses recherches tout à l'heure, mais trop souvent, on parle du chercheur qui est un peu dans sa tour d'ivoire, un peu isolé, mais pas du tout. Justement, pendant 3 jours à la Cité des Sciences et de la Villette, vous avez un certain nombre de présentations de chercheurs, de prix Nobel qui viennent, et qui viennent même avec des artistes pour échanger et tout. Donc, c'était vendredi, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a inauguré cette première journée. Aujourd'hui, toute la journée, ça s'est passé, et encore demain. Et puis hier soir aussi à Ground Control, qui est donc ce nouvel endroit de rencontre à Paris. Il y avait plusieurs conférences avec justement toutes les personnes, et je pense que d'aller vers le public, c'est extrêmement important. C'est important pour une institution qui a 80 ans. Il faut qu'elle se fasse connaître aussi, qu'elle partage ce qu'elle fait au quotidien avec le public. Justement, le partage des connaissances dont a parlé Stéphanie Thiebaud, pour vous, c'est quelque chose d'important aussi? C'est mon métier.
aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obliger, on est au CNRS, on est dans la fonction publique. Le retour vers le grand public, c'est partager. Si on ne partage pas, on existe par nos publications scientifiques, mais il faut partager, il faut faire voir à quoi serve l'argent qui va au CNRS. C'est la recherche qui redescend vers la cité. Et quand vous partagez aujourd'hui concrètement, c'est dans des revues, c'est sur Internet, comment ça se passe, le partage de vos connaissances? Des revues, Internet, des expositions, des participations à des actions dans les musées aussi. C'est-à-dire, maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi tout ça. C'est des rencontres, des rencontres, des conférences, bien sûr. Je disais que vous étiez la directrice de la grotte Chauvet. Alors, vous nous rappelez d'abord en quelques mots très brefs ce qu'est la grotte Chauvet. Alors, la grotte Chauvet, c'est la grotte ornée, c'est-à-dire la plus ancienne en Europe. Elle est datée de moins 36 000 ans. C'est l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, c'est-à-dire nous, et c'est les premières images de l'humanité. On en voit des images. Alors, il faut rappeler que cette grotte, elle n'est absolument pas ouverte au public. Non, fermée pour des problèmes de conservation. Ce n'est pas interdire au public, c'est conserver. Elle nous est parvenue. Il faut évidemment faire tout ce qu'il faut pour la conserver. Et ça, c'est la charge du ministère de la Culture. Et qu'est-ce que vous cherchez à découvrir ou à préserver, à conserver, mais surtout à découvrir en descendant dans cette grotte Chauvet et dans d'autres grottes, parce que je sais que vous allez dans d'autres grottes? Nous, on est une équipe pluridisciplinaire, ça c'est très important. Donc, il y a des gens qui travaillent sur les dessins, d'autres qui travaillent sur la faune, les empreintes. Donc nous, on cherche à comprendre ce qui s'est passé dans cette grotte. Pourquoi les hommes sont descendus là, les hommes et les femmes. Pourquoi ils sont descendus là. Ils ont fait des dessins, comment ils les ont fait, pourquoi ils les ont fait. Comme une étude de peinture de chevalet, comme un Léonard ou un Raphaël, on va essayer de décrypter les manières de faire. Et on sait aujourd'hui qu'on est face certainement à des mythes. Donc on a inscrit ces mythes pour que la société vive, pour qu'elle comprenne pourquoi elle est là. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre en interaction avec l'espace culturel. Je vais revenir à vous, Stéphanie Thiebaud. D'abord, vous avez déposé quelque chose sur le bureau qui va intriguer sûrement nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est cette... Alors ça, c'est une empreinte d'ours. Je ne sais pas si on la voit bien. Oui, voilà, peut-être comme ça. Voilà, on la voit très bien. Comme ça, elle était très bien comme ça, voilà. Voilà, une empreinte d'ours, donc qu'on a fait de la 3D. Donc c'est une empreinte de la grotte Chauvet, dans la grotte Chauvet. D'ours des cavernes. Elle a quel âge? Elle a 36 000 ans. Voilà, et ça, c'est une impression 3D, puisqu'on travaille beaucoup avec ces méthodes, ces technologies aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans le partage de connaissances. Exactement, et donc on a au forum cette empreinte, plus une impression 3D des dernières salles de la grotte. Donc vous pouvez venir voir en miniature la grotte Chauvet. Alors, Stéphanie Thiebaud, les chercheurs du CNRS, ils travaillent comment? Ils travaillent en partenariat avec le privé? Ce qu'on ne sait pas toujours, je pense qu'il y a des partenariats entre le CNRS et les entreprises. Alors, les chercheurs du CNRS, c'est le CNRS, il y a à peu près 1100 laboratoires de recherche et 99% sont avec les autres établissements et effectivement avec des grandes boîtes privées. Et nous sommes, il y a des laboratoires publics-privés pour travailler sur un certain nombre de projets que nous avons en commun, que ce soit avec Saint-Gobain, que ce soit avec de grands groupes comme Safran, etc. Alors, on dit souvent que la recherche publique, elle perd du terrain face à la recherche privée, à celle qui est financée par des entreprises. Est-ce que c'est vrai en France ? En France, non. Le CNRS, c'est quand même un des plus grands organismes au niveau mondial, pluridisciplinaire, on l'a dit, qui, en plus de ça, tient son rang. C'est-à-dire que quand on voit l'investissement qu'il y a, malgré tout, qui est assez restreint, on ne va pas dire que... Je vais donner un chiffre. Le budget du CNRS, vous me détrompez si je fais une erreur, c'est 3,5 milliards d'euros à peu près, dont 2,7 milliards à peu près de fonds publics. Voilà. Et dans les 2,7 milliards, il y a 36 000 personnes... à payer. Donc, c'est pas énorme. Et malgré tout, les chercheurs du CNRS ont des résultats tout à fait remarquables qui nous permettent de nous maintenir quand même au tout premier rang mondiaux. Mais malgré ça, la recherche française, elle recule dans les classements internationaux. C'est une réalité ou ça vous paraît, c'est pas si évident que ça? Alors, ça dépend dans quelle discipline, c'est ça, dire la recherche, etc. C'est certain que certaines thématiques sont moins à la pointe qu'elles n'étaient à un moment. En revanche, d'autres sont tout à fait reconnues. On est dans une compétition mondiale. Donc, mais malgré tout, on a aussi des recherches en relation avec le privé, mais on a aussi des laboratoires à l'étranger. Et de plus en plus, nous travaillons à l'international, et c'est aussi ce que permet le CNRS. À Singapour, on a énormément de relations, par exemple, ou au Japon. Et d'ailleurs, tout ce qui est travail, justement, au forum, il y a l'équipe robot de football, que je vous invite à venir voir, qui a été aussi travaillée en relation
collaboration avec les laboratoires. Avant de revenir vers vous, encore une question sur la recherche en France. On sait que d'une manière générale, les chercheurs se plaignent et sont sans doute assez mal payés en France. Oui. Est-ce que ce n'est pas un problème, justement? Il y a souvent des tentations d'aller travailler à l'étranger, notamment aux États-Unis, où les chercheurs sont beaucoup mieux payés. Comment est-ce que la France peut se défendre à armes égales? Alors, le problème, effectivement, on parlait de la fuite des cerveaux, hein, mais il y a aussi, on a un problème d'attractivité. Alors, le problème d'attractivité, c'est qu'effectivement, on n'a pas des salaires mirobolants. En revanche, ce qu'offre le CNRS d'extraordinaire et d'unique au monde, c'est la liberté. Et la liberté de création, jusqu'à présent, les chercheurs ont pu la conserver, et c'est quelque chose. À chaque fois que vous interviewerez un chercheur, la liberté de créer est quelque chose de fondamental et c'est le moteur de la recherche et des découvertes. J'allais vous demander, Carole Fritz, quelles sont les qualités premières d'un chercheur? Pour moi, c'est la curiosité. La curiosité et ne pas hésiter à se remettre en cause. Parce que, on l'a vu, par exemple, la découverte de la grotte Chauvet a complètement bouleversé les paradigmes de la recherche. Qui a été faite un peu par hasard. En 1994, voilà. Elle a bouleversé les paradigmes de la recherche en art préhistorique et puis dans la compréhension de ces sociétés. Et bien voilà, on remet sur la table et on recommence. Et la recherche, c'est ça. Voilà, c'est aussi. Il faut dire aussi, c'est le doute. Il faut douter. Oui. Vous êtes en recherche fondamentale. Voilà, mais il faut. On n'a jamais. Alors surtout dans les domaines dans lesquels je travaille, on n'a plus de locuteurs, on fouille et on regarde les dessins. Donc c'est sûr que la donnée est assez mouvante. Donc la curiosité, pour moi, c'est ce qu'il faut. Être curieux. Stéphanie Thiébaut, est-ce que la science, ce n'est pas aussi un antidote aux contre-vérités, aux fake news dont nous sommes abreuvés, à l'obscurantisme? C'est aussi un des rôles de la science. Oui, et ça, c'est notre grand défi qui nous attend justement. On voit très bien aujourd'hui que la recherche, la science, la parole du scientifique est de plus en plus remise en cause. On ne sait pas pourquoi. Alors on a des... Même dans votre domaine, l'écologie, l'environnement. Absolument, même dans notre domaine. Je veux dire, le climato-scepticisme, je veux dire, si les chercheurs, ça fait 20 ans qu'ils disent voilà ce qui est en train de se passer, etc., il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, malheureusement. Et de plus en plus, c'est de bon goût avec les réseaux sociaux, etc., avec la rapidité des choses. Je veux dire, la recherche, c'est le long terme, malheureusement. On ne peut pas répondre oui ou non, c'est ça le problème des chercheurs. Ils ne pourront jamais vous dire oui ou non. Mais, et justement, c'est l'un des défis auxquels nous nous préparons, c'est comment faire reconnaître la parole de chercheurs, qui est une parole de vérité, justement. J'ai envie de terminer par cette phrase, justement, vous l'avez citée tout à l'heure, de Jean Perrin, le père fondateur du CNRS, qui disait « Il n'est pas de science possible où la pensée n'est pas libre ». Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la liberté, c'est fondamental, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. De plus en plus, je pense. Merci à toutes les deux. Merci Stéphanie Thiébaut, merci Carole Fritz. Merci beaucoup. Vous êtes venue nous parler donc des 80 ans du CNRS. Merci beaucoup.